Des hauts et des bas. Le club des éditorialistes, mesuré par Thomas Blinet. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Club des éditorialistes. Alors, ce soir, nous sommes le 30 novembre et pour autant, dernier jour du mois de novembre et deux actualités s'entrechoquent. Elles n'ont pas vraiment la même tonalité. Le démarrage de campagne d'Éric Zemmour et puis l'arrivée de Joséphine Baker, femme de combat au Panthéon. Alors, on va traiter de ces deux sujets et pour bien les traiter, je suis accompagné d'Aude Lancelin. Bonsoir Aude. Vous êtes directrice de votre Web TV QG après avoir été pendant des années directrice de la rédaction de l'Obs. Didier Maisto, vous êtes journaliste et vous êtes président de PDA TV, mais également vous présentez Radio Maisto qu'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs après une petite incartade du côté de Bernard Cadot en deuxième partie de soirée. Bonsoir. Bonsoir Didier. Alors ça y est, c'est parti. Éric Zemmour est candidat depuis midi aujourd'hui. Il veut faire très probablement oublier la mauvaise séquence qui dure depuis plusieurs jours en passant à la vitesse supérieure. Cela aura au moins l'avantage de la clarté. Il sera ce soir l'invité du 20h de TF1 pour développer probablement le détail de cette candidature. Ce qui est sûr, c'est que la campagne est sur le point de démarrer avec dans quelques jours l'élection du candidat DLR lors du Congrès. Alors est-ce que Éric Zemmour va convaincre ou s'écrouler dans les prochaines semaines ? Nous sommes à un peu plus de 4 mois de l'échéance et nous ne sommes probablement pas au bout de nos surprises. Ça commence en fanfare. Alors, Aude Lancelin, je me tourne vers vous. Bon, c'est pas une vraie surprise. Bon, c'était un secret de polichinelle. Voilà. Effectivement, vous avez raison de le dire. On a le sentiment qu'il s'est un petit peu précipité parce que les nuages noirs s'accumulaient. Il y a eu un grand nombre même d'erreurs symboliques. Je parlerai d'erreurs symboliques plus que d'erreurs de com commises, notamment depuis le Bataclan, qui était un geste totalement sacrilège et fou. Mais aussi beaucoup d'erreurs profondes, en fait, je pense, sur ce qu'est la France, notamment la France populaire, celle dont il convoite, dont il dispute le suffrage à Marine Le Pen. Moi, je dois dire que la semaine dernière, le visionnage sur YouTube de sa vidéo sur les gilets jaunes m'a laissé extrêmement sceptique. Je ne suis pas complètement étonnée. Éric Zemmour gagne, je ne sais pas, 60 000 euros par mois. Ça fait 25 ans qu'il vit dans les ors de la Rotonde, du Dôme, autant de restaurants de luxe de Montparnasse. Donc, et visiblement, il n'a que faire de ces pauvres gens, de ces travailleurs de l'aube. Mais je pensais quand même qu'il était un minimum rencardé, qu'il était un minimum informé. Et pas du tout. Donc, on a assisté à une vidéo de 10 minutes totalement lunaire où il commence au bout d'une minute à condamner les violences, les supposées violences terribles de l'Arc de Triomphe. Les dégradations de l'Arc de Triomphe, il y a eu du plâtre endommagé, certes, une Marianne, qui a pris cher, mais c'est surtout beaucoup de déborgnés, beaucoup de violences policières innommables. Et puis, il enchaîne de façon extrêmement électoraliste et assez bas de gamme, sur les 90 km/h, sur le permis à points, sur la CSG. Et voilà, et il considère qu'il s'est adressé à la fraction populaire de l'électorat français. Et je pense que là, pour le coup, c'est là que la campagne a commencé vraiment à caler, parce que on s'est rendu compte que Marine Le Pen avait tout de même la marque depuis des dizaines d'années, et puis qu'en dépit c'est un gladiateur, en dépit des coups, de tous les coups qu'elle a pris dans le sillage de son père, il y a quand même malgré tout une connaissance de la France périphérique, comme a pu dire Christophe Guilluy, qu'il n'y a pas chez un grand bourgeois comme Éric Zemmour. Didier Maisto, on va s'occuper, Aude Lancelin va commencer un peu à décrypter le fond, mais restons un peu sur la forme. Allez, on va évacuer déjà le sujet. C'est de la com, parce que la politique, c'est aussi de la communication. Il ne faut quand même pas évacuer trop vite cette situation. Cette intervention, elle a été a priori réfléchie. Il y a des communicants derrière, il y a toute une équipe. On commence à d'ailleurs voir des visages se dessiner autour d'Éric Zemmour qui l'accompagne. Moi, je voudrais que vous
Vous avez fait de la communication politique aussi, vous connaissez le sujet. Comment vous analysez ce clip, entre guillemets? Parce qu'on peut dire que c'est un peu un clip. Hein, il y a une musique, Beethoven, il y a des parties, enfin c'est scénarisé, hein, c'est pas simplement face caméra et je m'adresse aux Français. Oui, c'est complètement écrit, complètement scénarisé. C'est une addition de poncifs et de clivages et d'agressions réelles ou putatives vis-à-vis du peuple français qu'ils ont, en tout cas dans l'équipe de campagne, mis bout à bout, comme ça. Et le problème de mettre bout à bout des séquences qu'on a appris sur les chaînes d'infos, ça fait pas la connaissance d'un pays. Ensuite, c'est vrai que quand on essaie d'enfiler un costume, on essaie qu'il soit pas trop grand. Alors c'est vrai qu'il est perdu derrière le micro du général de Gaulle. Oui, parce que ça a échappé à personne, oui. La théâtralisation. Alors, il y a un peu de Gaulle, il y a un peu aussi de Pompidou avec la bibliothèque et de Mitterrand aussi, voilà. accessoirement. Donc on essaie de récupérer des images et avec ça on en fait quelque chose. Il veut à la fois se présidentialiser et montrer que ça sera un président différent. Alors on voit bien après, on verra dans le fond, mais qui ne veut rien changer en réalité, puisqu'il ne veut pas sortir de l'Europe, il ne veut pas sortir du système en général. Et donc, il choisit les bons, il distribue les bons et les mauvais points, il fait des attaques ad hominem assez violentes vis-à-vis d'un certain nombre de personnalités de la vie publique française, dont il est lui-même issu, parce qu'en fait, quand il insulte ces gens, il s'insulte lui-même. C'est un pur produit médiatique, c'est une pure création médiatique, notamment du service public, il ne faut pas l'oublier. Et donc, voilà, donc, il y a tous les éléments qui feraient un petit peu penser à la France historique, la France révoltée, la France résistante, la France debout. Voilà, vous voyez, vous vous rappelez de l'appel du 18 juin, hein, les forces mécaniques, mais la France martyrisée. Bon, voilà. Sauf que quand on a une toute petite voix comme ça, qu'on lit ses papiers, on entend le bruit du papier, quand il dit « je suis candidat président de la République », il ne regarde même pas les gens dans les yeux. Bon, tout ça fait effectivement... Vous jugez la forme, ratée ? Je trouve qu'il y a du souffle, il y aurait pu y avoir du souffle dans la composition, parce qu'il y a quand même, en plus, cette 7e symphonie magnifique de Beethoven qui vient... Bon, là, il y a tous les ingrédients, normalement, hein. Donc les images un petit peu puisées chez... Oui, ça dure d'ailleurs, c'est un fait assez rare, ça dure pendant toute son intervention. Oui. On aurait pu l'avoir à certains moments ou au début pour enlever le système. Non, ça dure tout, c'est assez surprenant. C'est ça qui a rendu Beethoven sourd, mais allez savoir. Mais non, elle était facile. Mais en fait, voilà, tous les éléments de la scénarisation et de la dramatisation sont là, sauf que ça, de mon point de vue, en tout cas, ça tombe à plat. Parce que si vous ne vivez pas les choses, si vous n'avez pas un souffle à propager, ben vous apprenez les choses dans les livres, vous apprenez les choses à la rotonde, et vous célébrez ce qui est censé être les Français qui souffrent, etc. Moi, ça m'avait frappé aussi déjà. Effectivement, j'avais eu cette petite séquence où il s'adressait aux Gilets jaunes. Mais ils sont tous pour les Gilets jaunes, les candidats. C'est extraordinaire, maintenant. Ils ont tous applaudi quand les policiers ont éborgné et disaient, c'est à Chianli, en gros, il fallait plus de répression parce qu'il y avait plus d'État, mais aujourd'hui, tels des VRP de base, ils vont essayer de draguer, ils font du clientélisme. Et lui, il fait du clientélisme, du marketing, il découpe les clientèles comme ça, il les parcellise, c'est du staccanovisme de la politique, mais ça tombe à plat, quoi. Il n'y a pas... quand on est ici... Alors, j'ai appris aussi... Il le dit un peu, alors c'est un peu le filigrane, le fil rouge de toutes ces interventions, l'immigration, les Noirs, les Arabes, on a compris, d'accord. Mais il dit quand même que, quand il s'adressait aux Gilets jaunes, dans la séquence qui précédait, que les Gilets jaunes vivaient à la campagne, dans les villes périphériques, parce qu'ils avaient été chassés par l'islamisation. Tous les Gilets jaunes que j'ai vus, et Dieu sait avec Aude si on en a vu, et on les a suivis à Paris, mais aussi un peu partout en France. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit j'ai quitté Paris, je suis allé à la campagne parce que y a des gens qui criaient à la Akbar autour de moi. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc vous voyez, quand on fait des raccourcis, qu'on ne vit pas les choses avec les gens, on tombe à côté. Avec sincérité. Ça fait fleur. Alors après, le schéma de son intervention est assez classique. Hein, quand on la décortique un peu, c'est cause, conséquence et la solution, lui. C'est globalement le cheminement de son intervention. Voilà. Aude Lancelin, vous l'avez perçu aussi à peu près dans cette trilogie.
Parce que c'est en plus accompagné par d'images, vous le disiez vous-même tout à l'heure. Il veut frapper les esprits. Il y a la musique, effectivement, cette Beethoven qui va chercher Beethoven pour accompagner ça. Il y a un côté tragique au début. Ouais. Puis, Moi, honnêtement, j'étais vraiment consternée parce que ça fait quand même des mois que cette histoire se prépare, par le niveau d'amateurisme. Pour vous, la forme est vraiment ratée. Ah oui, au-delà des idées. Non, mais absolument, oui, elle est absolument ratée. En plus, il met un petit peu d'eau dans son vin. Il est moins violent que d'habitude. L'immigration n'est pas la cause de tout. Il décale un petit peu ça vers la fin de l'intervention. Il joue un côté présidentiel au début. Mais voilà, il y a des espèces d'images de Gavroche, de Jeanne d'Arc. En plus, dont on a appris ce soir que les copyrights n'étaient pas respectés. Donc, même au niveau de l'équipe de campagne, il y a vraiment un sérieux souci de professionnalisme. Non, j'ai trouvé, puis voilà, c'est vraiment, c'est la France des choristes, c'est la France de Joséphine Ange Gardien, comme disait une rappeuse, mais il y a 10 ans, elle disait ça déjà, Diams. Donc, même dans son passéisme, je dirais que Éric Zemmour retarde. Il y a quelque chose de totalement lunaire dans cette intervention, si vous voulez, quand on est aussi clivant que lui, malgré tout, parce que je pense qu'il y a des forces réelles derrière lui, des forces qui travaillent le pays, qui a des forces très réactionnaires qui sont à l'œuvre dans ce pays. Mais tout ça pour ça. Tout ça pour un petit bonhomme derrière un gros micro. Parce qu'au-delà de cela, il y a quelques jours déjà, on entendait quand même des voix s'élever pour dire il y a beaucoup d'amateurisme dans l'organisation de sa campagne, sur les déplacements. Ce qui s'est passé à Marseille, ça n'aurait pas dû se passer comme ça s'il a été mieux encadré. Là, on a l'impression que quelque part, on entend à peu près la même chose. Beaucoup d'amateurisme également dans la mise en scène de cette communication de lancement. Avec un autre phénomène aussi, on jette quand même à la vindicte populaire un certain nombre de personnages. On les voit apparaître d'ailleurs en images. Yann Barthès, Émeric Caron, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Dupond-Moretti, Martinez, Ursula von der Leyen. Alors, à tort, à raison. Le pauvre Éric Fassin, sociologue. Oui. Alors, j'ai peut-être pas tout cité. Sa seconde de gloire. C'est ça. Est-ce que c'est une bonne manière de faire aussi? Alors, non, parce que ça aussi, pardon, j'ai pas le sentiment d'avoir vu dans des déclarations, dans des clips de cette nature en France, jusqu'à présent, cette façon de faire. Non, c'est très cheap. Ces polémiques internes avec Émeric Caron de l'époque Ruquier. Tout ça n'est pas du tout présidentiel. Il y a un véritable problème. Par ailleurs, il n'est absolument pas crédible non plus en champion anti-élite. Je suis désolée. On l'a déjà dit ici même sur ce plateau. Ce type a passé 25 ans à bavasser à prix d'or sur les plateaux les plus mainstream qui soient. Et maintenant, donc, il nous explique que Attali, que l'Union européenne, d'ailleurs, contre laquelle dans son simili-programme, il n'y a absolument rien. Sont les ennemis, mais il n'est absolument pas... ce discours-là, il est en train de faire une OPA sur un discours radical qui ne le concerne en rien, en réalité. Moi, ce que je crois, et malheureusement... la séquence actuelle de déconfiture est un petit peu en train de le montrer, c'est que Éric Zemmour, finalement, n'aura eu qu'une utilité, au point où nous en sommes, c'est de rendre à nouveau Emmanuel Macron... désirable, le mot fait mal, raisonnable, on va dire... Y compris pour Marine Le Pen, d'ailleurs. Voilà, et alors, modéré. Alors, Marine Le Pen. Non, mais parce que, vous voyez, moi, j'ai fait l'effort de regarder l'émission de Karine Le Marchand, avec 4 portraits de femmes. Je dois dire que j'ai calé sur le portrait de Valérie Pécresse, mais j'ai profité pour faire une pause. Mais non, mais c'est très intéressant de voir que des dizaines de millions de Français ont vu cette chose, parce qu'en fait, on voyait une Marine Le Pen... en femme, en quinquagénaire, solitaire, brisée, s'étant formée à l'élevage de chats pendant le confinement, apprenait-on. Oui, absolument, elle a même passé un diplôme. Voilà, absolument. Quelqu'un d'assez touchant, finalement, de raisonnable, la girl next door. Et ça
Ça, c'est quand même une prouesse extraordinaire qui quand même est arrivée grâce aussi à l'agitation, à l'exaltation et au délire idéologique continuel d'Éric Zemmour pendant 2 mois. Donc on est dans une situation, pardonnez-moi le mot, totalement merdique, et qui reproduit absolument celle de 2017, avec un candidat du capital que certains à gauche jugent, voient comme un rempart éventuel contre le pire, le retour des années 30, etc. Et puis, finalement, une Marine Le Pen un petit peu requinquée, un petit peu regonflée. Mais voilà. Et on s'avance tous inexorablement vers cette horreur, vers ce non-choix. Et une fois de plus, moi, je ne mise plus que sur la rue. Mais la rue, elle est fatiguée, la rue, depuis 4 ans. Elle est très, très fatiguée, la rue. Didier Maistot, un de nos internautes sur le fil Facebook de l'émission, dit « Il vaut mieux un bon amateur qu'un mauvais professionnel ». Alors, avant, je vous laisse le temps de réfléchir au propos. Non, mais c'est pas inintéressant. Oui, vous allez devoir réfléchir à ça et nous apporter un élément de réponse. Il faut réfléchir, Didier, il faut réfléchir. Et ça me permet juste de préciser à chacun d'entre vous qui nous regardez à l'heure qu'il est, si vous voulez interagir avec nous, m'amener des questions, que je puisse les poser en direct, n'hésitez pas, je les regarde, j'essaye, autant que faire se peut, tout en animant ce débat. Vos questions, je peux les relayer. Mais la remarque, elle n'est pas forcément stupide, justement. Non, mais un bon amateur, qu'est-ce que c'est si c'est de la racine latine amare, aimer, je suis d'accord. Le problème, parce qu'on est quand même, des légions de professionnels depuis des décennies, et notoirement, le pays ne va pas forcément mieux et ne plaît pas aux concitoyens. Oui, alors moi je suis contre la professionnalisation de la vie politique. Je l'ai dit souvent, je pense qu'il faut donner... C'est le cas quand même. Il faut donner son temps à la collectivité et ça ne devrait pas être payé. Voilà, donc moi je suis contre le statut de l'élu, je suis contre... les palais nationaux, je suis contre tout ça. On peut très bien donner un petit peu de son temps en fonction de ses compétences pour faire avancer la collectivité. Après, entre amateur et professionnel, les mots sont galvaudés. Évidemment, un amateur au sens littéral du terme, si on va dans l'étymologie, on ne peut qu'être pour, sauf que là aussi, le mot a perdu de sa superbe et de son sens au fil des siècles. Et finalement, l'amateur est devenu le mauvais professionnel. Alors moi, j'aimerais bien simplement un homme normal, proche. On a eu, hein. Non, mais... François Hollande. Pas un homme normal... dont il considère, lui, qu'il est normal. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal, mais je non, mais je veux dire, le fou ne voit pas qu'il est fou. C'est ça. Et le poisson dans l'aquarium ne voit pas l'aquarium. Donc, mesdames, messieurs, Didier Maistot. Donc là, vous me lancez sur la grammaire, la syntaxe et l'étymologie. Non. Après, moi, j'attends, et je pense comme beaucoup de Français, bien sûr, plus de démocratie directe avec les gens qui soient beaucoup plus consultés, ce que ne propose pas, d'ailleurs, Éric Zemmour, parce qu'il veut... surtout pas sortir de l'Europe et surtout pas sortir du système. Alors De Gaulle, c'est aussi ça, c'est aussi le référendum, c'est aussi... Bon. Et donc, quelqu'un de simple, de proche des gens, et notamment qui fasse quelque chose pour les plus modestes d'entre nous, parce qu'une société tient par les plus modestes. Et pour l'instant, c'est certainement pas... M. Zemmour qui porte ça, quoi. Aude Lancelin, il ne vous a pas échappé qu'il a, entre guillemets, abîmé, gratiné la plupart des candidats. Il en a préservé quand même 3 dans cette intervention. Je cite Jean-Luc Mélenchon, Éric Ciotti, oui, absolument, et Marine Le Pen. Pourquoi? Vous l'analysez comment? Pourquoi ces 3-là, tout d'un coup Ciotti et Le Pen en aveu de faiblesse, je dirais. C'est-à-dire qu'il peut... on connaît les idées radicales. Sur Marine Le Pen, quand même, les semaines précédentes. Oui. On connaît la radicalité d'Éric Ciotti, qui veut ouvrir un Guantanamo aux Français, entre autres. Voilà. Il l'a dit, effectivement. Oui, c'est une espèce de Benito sudiste. Très bien. Mais de toute façon, Ciotti est très proche de Zemmour. Ils ont de très très bonnes relations, donc c'est pas très étonnant. À la limite, Éric Ciotti, ça peut s'entendre. Oui. Stratégiquement. Marine Le Pen, ça ouvre, ça a été immédiatement en effet analysé comme une porte ouverte à des alliances futures. Donc ça veut dire qu'il est déjà dans un calcul de 2e tour, alors qu'on sait tous, et il peut prendre conseil auprès de Lionel Jospin. Ça ne marche pas toujours, déjà penser au 2e tour. Déjà, il faut les signatures. On va en parler, justement. C'est une de mes questions. Ouais. Alors, Jean-Luc Mélenchon, honnêtement... Surprenant. Je ne pense
Jean-Luc Mélenchon, vous savez, à travers beaucoup des syntagmes utilisés par Éric Zemmour au long de son allocution, il est quand même ciblé, hein, quand il parle d'islamo-gauchisme, voilà, Chianli, il n'y a même plus besoin de le nommer pour des gens vraiment de droite radicale, si vous voulez. Donc je ne pense pas que ce soit significatif, ça. Et je pense pas qu'il y ait un oubli. Honnêtement, je pense pas. Oui, honnêtement, je pense que certains considèrent même. Il se trouve, hein, il y a une interview extrêmement intéressante dans l'Express d'un des principaux conseillers, jeunes conseillers d'Éric Zemmour, mais du premier cercle qui l'a quitté, qui explique pourquoi il l'a quitté, et il dit notamment, il était tellement obsédé par la rivalité symbolique avec Jean-Luc Mélenchon que j'ai fini par lui dire, mais on n'est pas en compétition avec Jean-Luc Mélenchon. L'adversaire, c'est Macron, l'adversaire, c'est Marine Le Pen. Donc, honnêtement, je pense que c'est pas significatif. Didier Mestot, vous souleviez justement la problématique des signatures, des 500 signatures d'élus. Alors, c'est pas faux que de dire aujourd'hui, à date, que la plupart ont du mal à les réunir. Éric Zemmour, pas moins que les autres. C'est vrai que ça fait beaucoup d'appelés. Il y aura peut-être peu d'élus au mois de février, quand il faudra les confier au Conseil constitutionnel, ces signatures. Éric Zemmour peut être frappé par ce problème. Si mes informations sont exactes, il est entre 250 et 300 signatures. Ça veut dire que quand il communique comme ça, c'est plutôt 250, sinon on dit entre 300 et 350. Ou quand on en a 400, on dit on va y arriver. Donc, avec une telle exposition non-stop, c'est-à-dire 12 heures par jour, nous-mêmes on le fait, mais là on est un peu obligé de le faire parce que c'est quand même le fait du siècle, n'est-ce pas? Ne pas avoir ces signatures à ce stade-là, ça dit quelque chose. Et je pense qu'il va vraiment ramer pour cette première raison. La deuxième raison pour les signatures, c'est que les maires sont très prudents aujourd'hui. Oui, alors parce qu'il faut préciser quand même que... C'est publié au journal officiel. Voilà, avant c'était anonyme, on pouvait porter son soutien à quelques, candidats que ce soit. Il ne faut jamais oublier, pour que tout le monde le sache bien, qu'on a à peu près 36 000 municipalités, il y en a quand même 34 000 en France qui sont non inscrites. Donc ça veut dire qu'effectivement, des maires, à partir du moment où leur nom va être mis au journal officiel, il y a des administrés qui vont leur demander des comptes par rapport à ça. Et puis ils vont avoir des pressions. Ils sont sans étiquette. Dans les communautés de communes, dans les CDC, comme on appelle ça, les intercommunalités, etc. Les budgets. Les budgets, tu veux un stade, t'as donné ta signature à Zemmour, t'auras pas ton stade, quoi. Bon, c'est comme ça que ça se passe quand même. Donc ça, c'est un vrai handicap. Et puis surtout, son vrai handicap, son véritable handicap, c'est lui-même. Parce que c'est un peu la grenouille qui voulait se faire bœuf, puisqu'il a cité La Fontaine. Donc à un moment, vous pouvez vous gonfler, vous êtes toujours qu'une petite grenouille. Je sais qu'elle peut se transformer en prince charmant, mais c'est pas tout à fait le cas. Pas toujours. Voilà, pas toujours. Vous pouvez vous transformer en gros crapaud après aussi. Et donc et c'est... Finalement, ça me fait penser au slogan. Vous voyez, je viens de penser « Oui, je crois » ou « Oui, je croisse ». Donc, Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est comment il a terminé son intervention. Il a dit « Vive la République » et surtout « Vive la France », laissant entendre qu'à la limite « Vive la République, vive la France », c'est pas au même niveau, que la République est peut-être moins importante que la France. Ça laisse entendre aussi beaucoup de choses sur un concept de démocratie, ou j'ai mal interprété Aude Lancelin son propos? Non, c'est effectivement la phrase la plus importante de son allocution, la plus inquiétante. Et celle qui réactive, même s'il essaie de lisser un petit peu son image, qui réactive toutes les craintes que toutes sortes de gens ont depuis 2 mois, désormais, qui ont été évidemment allumées par sa réhabilitation de Vichy, la théorie de Vichy bouclier. Tous ces propos complètement incontrôlés sur l'éventuelle culpabilité de Dreyfus, etc., etc. Puis tous ces immondices sur les musulmans. Oui, il y a quelque chose profondément chez lui et qu'il assume à travers cette phrase qui est un défi, en fait, d'anti-républicain, en fait, de profondément réactionnaire. Alors, est-ce que vous pensez tous les deux qu'il va y avoir un effet Zemmour? Alors, on l'a eu au début, je ne sais même pas comment on peut l'appeler, la pré-campagne, on va l'appeler comme ça, où il est bien monté dans les sondages. Là, on voit quand même qu'il baisse. Je donnais les chiffres hier soir, mais rappelons-les pour ceux qui nous rejoignent ce soir et qui n'étaient pas à notre rendez-vous du lundi.
Emmanuel Macron est à 25%. Alors, on va voir maintenant qu'il rentre en campagne. J'imagine bien qu'on va avoir un sondage dans 24-48 heures. Marine Le Pen est autour des 19-20%. Elle est en hausse là où Emmanuel Macron est stable. Éric Zemmour est en baisse, 14-15%. Ensuite suit Xavier Bertrand à 13%. Bon, et je ne parle pas des autres, ça suit derrière. Généralement, on a souvent observé dans le passé, dans les effets sondages, que l'entrée en campagne, c'est souvent, il y a une baisse. Elle est déjà dans un phénomène de baisse. Est-ce que vous pensez que ce phénomène de baisse va se préserver, se maintenir, ou au contraire, il y a un élan qui va partir? Didier? D'abord, toutes les chaînes mainstream vont faire voter tout le monde. Qu'avez-vous pensé de la prestation d'Éric Zemmour? Est-ce qu'il était bon, pas bon, etc. Ils vont faire voter, tout le monde va voter, tout le monde va s'exciter. Demain, on peut imaginer que 2 ou 3 instituts de sondage se tirent la bourre pour nous donner l'idée. Moi, je pense que il est dans une spirale un peu de descente, de baisse depuis quelques jours. Pourquoi ? Évidemment, parce que quand il commence à rentrer en campagne, ce qu'il a fait un peu plus ardemment ces derniers temps, et je suis d'accord, la première séquence extrêmement choquante, c'est celle du Bataclan. Non pas simplement choquant pour tout ce les immondices dont parlait Aude Lancelin sur les musulmans, bien sûr que ça c'est déjà choquant, mais de pas comprendre là aussi qu'on est sur un lieu de recueillement, de peine et de souffrance. Qui disent après ces saloperies ailleurs, en disant tous les musulmans sont des terroristes, tous les migrants sont des violeurs, tous les noirs sont tous les types qui sont en prison parce que c'est ontologique. Et ça rejoint d'ailleurs l'idée qui s'est développée à droite et à l'extrême droite depuis, je dirais, une dizaine d'années, qui est que la France est supérieure à la République. On entend ça souvent à droite, que la République n'est qu'un système comme un autre. Et donc c'est corrélé au fait que la Constitution, sortir de l'état de droit, etc. Donc qu'est-ce qui dit ça? Il faut relier à la première partie de son discours un pays qui a 1000 ans. Donc il fait partir, bien sûr, allez, mettons le sacre de Charlemagne, ça c'est il va pas plus loin, mais le sacre de Charlemagne, mettons, comme 1000 ans, ça marque les esprits, ça fait un peu plus, 1200 ans, mais pour bien mettre dans la tête des gens que la France, elle est blanche, elle est catholique, on se couronne soi-même, c'est l'alliance du temporel et du spirituel, mais d'un spirituel qui ne pose pas problème, parce qu'il est éternel et il est charnel. Et donc, c'est quand même marrant, quand on s'appelle Éric Zemmour, il dit aussi le pays que nous ont légué nos ancêtres, et je veux transmettre le flambeau. Ces ancêtres, ils étaient sous une tente, et encore, c'est peut-être la partie... On ne choisit pas sa famille, on ne choisit ses amis, comme disait l'autre. Être né quelque part, c'est toujours un hasard. Monsieur Zemmour, Olive, en arabe, ses ancêtres étaient sous une tente, comme tous les juifs de l'époque, qui étaient comme ça des nomades. Donc quel pays lui ont légué, alors qu'après qu'il parle d'assimilation, d'intégration réussie, etc., ça je peux l'entendre. Mais d'inscrire justement d'une certaine façon son code génétique, pour le coup. Quand il parle de Jeanne d'Arc, c'est bien cela aussi. C'est une espèce de continuité génétique de cette France blanche pour laquelle la République a été un aléa de l'histoire, mais qui survivra. Et enfin, je finis, il boucle en disant, il ne s'agit pas de réformer la France, mais de la sauver. Donc il y a bien cette idée-là. J'arrête parce que je serais... Et je me tourne vers Aude Lancelin. Aude, est-ce qu'il peut remonter la pente? Parce que clairement, on voit bien que dans les sondages, ça baisse. Est-ce que ça va faire un petit coup médiatique, cette intervention? Bon, au moins, ça clarifie la situation. Maintenant, il va être un candidat comme les autres. Il va pouvoir aussi débattre avec les autres. Il va pouvoir peut-être parler d'autres sujets sur lesquels on l'attend. Clairement, il ne parle pas beaucoup d'économie, de culture, de tout ça. Ça va être compliqué pour lui. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un petit effet Zemmour qui reprend ou pas? Éric Zemmour n'est absolument pas enterré. Il reste absolument dangereux à mes yeux. Je pense qu'on se prépare une campagne de toute façon pleine de surprises et très sale. Tout est encore possible. Par ailleurs... Pire que 2017, pardon? Parce qu'elle était déjà pleine de surprises et pas très propre. Ah, moi, je la vois pire. Vous la voyez pire que ça, moi. Mais non, je pense qu'il ne faut absolument pas enterrer Éric Zemmour. Une de ses principales
force qu'il a acquise par plus de 20 ans de pratique, c'est la joute verbale. Donc je pense que face à certains ronds de cuir de la politique, ça peut faire du dégât. Enfin, je ne sais pas, imaginez un match Zemmour-Bertrand ou Zemmour-Marine Le Pen, où tout peut se passer. Mais bon, pour moi, ça reste verbal tout ça. C'est-à-dire que derrière, c'est quand même c'est un golem qui a été créé par les médias. Il y a effectivement des forces très, très à droite dans le pays, mais je ne pense pas qu'elles seront suffisantes pour... Oui, parce que la France n'a jamais été autant à droite, a priori, depuis 100 ans. Depuis Vichy. Oui. Depuis la fin des années 30. Non, mais c'est ça, on est d'accord. On monte quasiment 100 ans en arrière. On assiste à un retour de balancier historique, une longue période de plus de 50 ans une longue page de plus de 50 ans est en train de se tourner. Oui, parce qu'il n'y a pas un seul leader de la gauche aujourd'hui qui dépasse les 10%. C'est très, très Alors impressionnant. Après, c'est un c'est sondage. très, très impressionnant parce qu'il ne faut pas effectivement lâcher la proie pour l'ombre, parce que pendant que nous, et je m'inclus, on peut tous inclure, on parle de Zemmour et de ces choses-là. Emmanuel Macron, lui... Ce qui est délirant. À son socle. Oui, mais après un quinquennat de cauchemardesque. Parce que quand même, dans son intervention, il a une phrase aussi intéressante. Il dit « Ces soi-disant compétents étaient des impuissants ». Il ne traite pas d'incompétents, il traite d'impuissants. Ce qui est pire, d'ailleurs. Ça, c'est son virilisme, je pense. Voilà. Qui est... D'accord. Oui, mais ce qui veut dire que ça va même plus loin dans l'analyse du mot, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils n'y arriveront pas. C'est pour ça qu'il faut renverser la table, et c'est ce qu'il se propose de faire. En fait, quand on lit entre les lignes, c'est son intervention. Hier soir, en direct, sur notre média QG, je recevais en direct dans une émission de plateau très très conflictuelle, qui est montée très très haut dans la violence verbale, le directeur de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, qu'on voit sur tous les plateaux de télé. Et Geoffroy Lejeune, au bout d'une heure et demie, c'est très intéressant, a fini par, après avoir eu toutes sortes de pudeurs de gazelle, a fini par dire la chose suivante. Qu'est-ce que c'est l'élection présidentielle de 2022 ? C'est un référendum sur y a-t-il, oui ou non, trop d'immigrés dans ce pays ? Et un président de la République, c'est l'homme qui pose la bonne question et qui apporte la bonne réponse. Donc oui, à ses yeux, et aux yeux de son camp, Éric Zemmour, est l'homme de la situation. Voilà. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'autres thèmes, en tout cas de sa part, vraiment traités. Son intérêt, c'est sur cette thématique. Très franchement, je ne dis pas ça pour polémiquer, c'est la seule chose qui l'intéresse. C'est la seule chose qui l'intéresse. Les pauvres de France ne l'intéressent absolument pas. Non, il a un problème identitaire, certainement personnel, je ne suis pas psychanalyste, qu'il est en train de régler sur le dos de ce vieux pays. Didier Maistre, le fait d'être un candidat anti-système, parce que très concrètement... Ça, c'est drôle, oui. Oui, parce que je connais votre... Ça m'a toujours fait sourire. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, en disant qu'il est complètement du système. Il se présente, alors il est peut-être ripolliné, comme on dit vulgairement. C'est le système dans sa quintessence. Oui, mais il essaye de nous expliquer qu'il est anti-système, puisqu'il est en train de dire de ses opposants qu'ils sont juste impuissants, et les prédécesseurs également. Donc, ça peut prendre, ça ? Ça peut prendre, oui, ça peut. C'est bien sûr, d'ailleurs, ça a pris déjà dans une partie de la population. Si vous voulez, il y a beaucoup de citoyens, enfin beaucoup, on verra, j'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même, mais de citoyens qui prennent ça au premier degré, comme on dit, c'est la team premier degré. Quand quelqu'un qui arrive, les gens ont la mémoire courte. Depuis 20 ans, pratiquement, il est là, tout le temps, omniprésent dans le débat public. Je me souviens d'un bouquin de mon ancien éditeur, je ne sais plus qui avait écrit ça, c'était « Et la presse créa Le Pen ». À un moment, voilà. Donc, c'est quand même intéressant comme phénomène. Donc, quand vous créez un personnage comme ça, et que je rappelle qu'il était à toutes les heures de grande écoute, sur France Télévisions, avec Ruquier, et que tout le monde applaudissait, et que petit à petit,
en décomplexant et en désinhibant les gens et en lâchant ses coups, en décomplexant la parole, c'est devenu la normalité. Je vous interromps, pardon, parce que ça, il l'a traité dans son intervention. Il explique qu'il a été journaliste, on le voit d'ailleurs en images, sur plusieurs plateaux. Il explique qu'il voulait rester dans ce rôle-là. Oui, non. Non, mais attendez, Oui. je décrypte avec vous. Oui. On n'est pas obligé de le croire. Mais vous êtes là pour le dire. Oui. Mais moi, j'apporte l'élément de comparaison et de discussion. Il explique justement qu'il était journaliste, qu'il pensait rester dans ce rôle-là, mais le chemin faisant, il s'aperçoit que justement, ces incompétents, impuissants, n'ont pas fait le job. Donc, Et bien voilà. Tout sacrifie. à fait. Il fait don de sa personne à la C'est France, ça. comme Philippe Pétain, en son temps, l'avait fait. Parce que face à Général de Gaulle également, Didier. non, mais la formule était de Pétain. C'est pour ça que je me permets de la citer. Je fais don de ma personne à la France. Bon. Donc, vous voyez, c'est quelque part, tous ces gens-là qui sont dans le système crée ça. Quand je dis le système, je ne parle pas de la matrice, je parle du système médiatico-politique qui est le même en réalité, parce que ça se mélange allègrement. Vous pouvez, comme Roselyne Bachelot, être animatrice de télévision, toucher des seins de votre consoeur à la télé, puis devenir tout de suite après ministre de la Culture en ayant juré vos grands dieux qu'on vous y reprendrait plus. Donc voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que pourquoi c'est dangereux et pourquoi ça marche, malgré tout. C'est que quand vous présentez des discours absurdes, complètement faux sur le plan historique, et que vous assénez les choses avec beaucoup de culot, il faut reconnaître qu'il a du culot, quand vous êtes de religion juive, même si vous êtes assimilé, que vous vous revendiquez comme français, parce que le message subliminal qu'il envoie, c'est « je suis chrétien, je suis français, donc je suis chrétien », même s'il est juif. Donc il fait double coup, si j'ose dire. Mais quand vous êtes comme ça de religion juive, que vous permettez de réhabiliter Pétain, quand même, que vous dites que Pétain a sauvé des juifs, que vous mettez en doute tout le travail des historiens sur le capitaine Dreyfus, et que vous allez ensuite solliciter les suffrages au nom du général de Gaulle et de la France libre, vous dites qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, pas au royaume du Danemark, mais dans le pays, au niveau des médias et des politiciens. Il n'y a pas un homme politique, il n'y a pas un journaliste qui va dire « Attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, monsieur Zemmour? Que racontez-vous ? Enfin, c'est n'importe quoi ce que vous dites. » Et donc, ils riaient. C'était les joutes, rappelez-vous. Ils prenaient des pauvres écrivains, c'était des écrivaillons là, qui passaient à la moulinette, là, on n'est pas couché. Monsieur Nolot lui-même dit « Oh bah oui, moi, je l'ai vu se radicaliser, il a changé. » Ils étaient copains comme cochons. Je rappelle quand même qu'il a fait un ouvrage avec Soral et qu'il a fait des vidéos avec Soral, Éric Nolot. Donc c'est le même monde, tout ça. Il faut être très clair. Après, on a le droit d'avoir des idées qui sont condamnées par la loi. On ne va pas rentrer dans le cerveau des gens. Moi, ça me dérange, mais il y a la loi pour ça. Donc je ne suis pas pour la criminalisation de la parole, ni de la pensée. Mais il y a des lois. On est dans un pays civilisé. Et si on se rend coupable de révisionnisme, on en répond devant les tribunaux. Mais le message subliminal qu'il y a tout au long de son intervention, c'est ça que les gens entendent, c'est que avec moi, tout ça, c'est fini. Vous pourrez toucher le cul des filles, vous pourrez défendre la France de Vichy, vous pourrez dire, parce que là, il le dit pas vraiment, parce qu'il essaie à la fois de se présidentialiser et qui sort d'une mauvaise séquence, et il veut pas utiliser un vocabulaire pour qu'on l'attaque pour incitation à la haine raciale. Donc tout est suggéré, n'est-ce pas? Vous ne reconnaissez plus votre pays, vous n'osez même plus voir ce que vous voyez. Admirez le sens de la formule. Donc voilà, donc il y a tout ça. Ces forces-là elles ont toujours été présentes dans le pays. Et quand vous ouvrez la boîte de Pandore, vous libérez ces forces. Et jusqu'à présent, la République, elle est vraiment imparfaite, la 5e, elle a plein de défauts. Et la classe politique, à ce micro, je l'ai souvent battu, critiqué et vertement. Mais il y avait quand même des digues infranchissables qui ont sauté complètement. Aujourd'hui, quand vous
êtes adorateur presque de Pétain. Alors on dit non, mais c'est toujours, il y a toujours ces troupes qui disent ah mais vous avez mal, oui on est idiots. Vous avez mal compris, il n'a pas voulu dire ça, voilà. Donc, Didier Maistre, comprend mal. Vous en regardez un peu sous le pied, Oui. parce que ça va durer 4 mois, il faut quand même que vous... Oh là là, mais moi sous le pied, j'en ai beaucoup. Hein, bon, savez, on va voir ça monsieur, dans quelques instants, monsieur Maisto. Je vous propose de faire une petite respiration et on se retrouve dans un instant pour le deuxième sujet. Je vous laisse nous rejoindre et vous le découvrez avec nous dans 1 minute. Retrouvez-moi ce soir sur PDA TV dans l'émission C'est cadeau, le talk de l'immobilier, avec un personnage hors du commun. Je ne vous en dis pas plus. Alors moi je vais vous en dire un tout petit peu plus sans dévoiler le sujet de Bernard Cadot. C'est l'histoire d'un homme qui est parti de rien, qui est devenu un investisseur, un serial investisseur. C'est intéressant à observer ce portrait parce que ça peut arriver à n'importe qui se donne les moyens ou voire aussi sortir de sa condition. Et ça c'est juste après notre débat des éditorialistes. Alors le deuxième sujet... Encore une fois, je disais au lancement de l'émission, nous sommes le 30 novembre et il y a quand même 2 sujets qui s'entrechoquent et qui ne donnent pas la même respiration. Joséphine Baker, femme de combat. Alors Joséphine Baker vient d'être panthéonisée, c'était il y a quelques instants, près d'un demi-siècle après sa mort. Cette femme chanteuse, meneuse de revue, actrice et résistante est le symbole de l'unité nationale. Sa vie aura été à son image, intrépide, audacieuse déjà, irrévérencieuse. Elle aura sa vie durant essayé de faire évoluer les mentalités. Quel est le testament, au moins intellectuel, qu'elle nous aura laissé? Je vous propose qu'on en débatte et je commence avec vous, Aude Lancelin. C'est le parcours d'une femme dans une époque où les femmes, alors on parle d'aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore plus difficile, n'avaient pas sa place. Elle était, alors on va prendre un mot d'aujourd'hui, elle était déjà dans la disruption, dans ses attitudes, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. Qu'est-ce que vous en avez? Alors déjà... Qu'est-ce que vous retenez d'elle? Et ensuite, on parlera de cette panthéonisation. Alors, moi, je vais vous dire très franchement, hein, je trouve que c'est une opération de com macronienne assez lamentable. Ça n'enlève rien au mérite de Joséphine Baker, mais on sait très bien que l'unique objectif dans cette affaire d'Emmanuel Macron, même si la panthéonisation de Joséphine Baker est un truc qui est déjà dans les tuyaux depuis longtemps. Régis Debray en parlait. Avec François Hollande qui avait refusé. Voilà, il en parlait en 2013, je crois. Absolument. Voilà, de la ceinture de banane à la couronne de laurier. Moi, je trouve, ce qui était déjà d'un goût assez discutable, mais... Je voudrais que vous me précisiez un point. Vous êtes contre le phénomène du Panthéon ou c'est cette situation du moment? Non, ce que je pense que Emmanuel Macron est en train, en fin de quinquennat, d'apporter une réponse, une mauvaise réponse, une réponse totalement décalée à un véritable problème qui fracture le pays. Et je ne pense pas, si vous voulez, qu'en réponse, par exemple, aux manifestations à la mémoire de George Floyd, celle de la fin du confinement de l'été 2020, etc., qui ont mobilisé des dizaines de milliers et même des centaines de milliers de jeunes des quartiers populaires, de milieux parfois très défavorisés, jusque dans le centre-ville de Paris. Et ces manifestations contre les violences policières, toute cette colère, je ne pense pas que la réponse ce soit de sortir une icône de la naphtaline, quel que soit le passé irréprochable de Joséphine. Mais on est d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron n'est pas le premier président à faire ça. Bien sûr. Chacun est allé chercher... Bien sûr. Mais il n'est certainement pas le premier, mais en tout cas, on voit bien... pardonnez-moi, moi je ne peux pas lire ça autrement. Je m'intéresse plus à l'opération politique dans cette affaire aujourd'hui qu'à la personne elle-même de Joséphine Baker, qui d'ailleurs n'est pas dans le cercueil qui est en train... Effectivement. Dont les cendres ne sont pas dans le cercueil qui est d'entrer au Panthéon. Voilà, et je vais... Peut-être on peut le dire simplement, c'est que Joséphine Baker demande la nationalité française, précisément par rejet de la ségrégation américaine et du racisme américain, et elle nous rejoint en tant que patrie des droits de l'homme, des Lumières, et là, on la panthéonise dans un moment, on vient de l'évoquer pendant plus d'une demi-heure, totalement crépusculaire de l'histoire de France, où les Lumières sont en train de s'éteindre, où on voit sortir
de chaque soupirail du pays, des créatures inquiétantes, un rejet de l'autre, quand on voit que le bloc d'extrême droite aujourd'hui en France, si on additionne le Rassemblement national, Éric Zemmour, plus Dupont-Aignan, Poisson, etc., est à plus de 35%. Voilà. Et je dis qu'il s'agit d'un geste politique pervers parce que Emmanuel Macron n'a absolument pas été le président, le quinquennat Macron qui est en train de s'achever, n'a pas été le président d'une quelconque ouverture à ce sujet-là. Alors que moi, ce que je crois, c'est que quelqu'un qui aime, qui est profondément patriote et qui aime la France aujourd'hui, ne peut qu'avoir qu'un souci, c'est justement de réconcilier toutes ces France-là et de tendre la main aux jeunes des quartiers populaires qui, à juste titre, à mon avis, mais se sentent rejetés, plutôt que de célébrer en grande pompe avec Lynn Renaud et autres meneuses de revue tout aussi rigolotes, un personnage, voilà, qui n'évoque plus rien aujourd'hui. Didier Maistre, Joséphine Baker est décédée en 1975 d'une hémorragie cérébrale. Les jeunes générations, ça ne leur parle pas forcément, Joséphine Baker, mais on a bien entendu ce que Aude Lancelin nous évoque par rapport à un principe de récupération. Je pense qu'on peut être d'accord sur le fait, ce que je commençais à dire, que d'autres présidents ont essayé de récupérer aussi d'autres symboles dans le passé, par le Panthéon et par d'autres d'ailleurs situations. Vous, comment vous avez analysé ce qui est en train de se passer au moment où on se parle, enfin il y a quelques dizaines de minutes? Oui, je pense que je ressentis comme ça, comme une opération de com non engageante. C'est triste pour Joséphine Baker et sa famille qu'elle n'ait pas franchi le cap et qu'elle ne soit pas dans la mémoire collective l'héroïne que l'on pourrait penser qu'elle fut en réalité. C'est comme si c'était une personne vidée de sa substance historique. Alors on le rappelle, mais parler à n'importe qui aujourd'hui, ah oui, Joséphine Baker, c'était pas une chanteuse, une meneuse de revue, etc. Alors qu'elle a eu une vie quand même palpitante, qu'elle était rentrée en résistance, qu'elle ne voulait pas que cela se sache, etc. Donc, effectivement, c'est bien pour sa famille, d'une certaine manière, parce que c'est une reconnaissance. J'ai entendu son fils, je l'ai vu, etc., qui trouvait que c'était un bel hommage qui était rendu. Mais ça dit quel message ça envoie aux générations actuelles? Est-ce qu'on est enfin dans ce pays qui avait fait de l'article 1er de sa constitution quand même une espèce d'idéal absolu et magnifique? On n'est plus du tout dans ça. Donc on va célébrer, j'aime pas le mot, mais je vais le prononcer à dessein, des vieilles gloires. Parce que c'est pas engageant. C'est demain, tout le monde aura oublié. Alors elle a des avantages, hein. Elle est noire et c'est une femme. Et en plus elle est résistante. Il aime bien, on l'a vu avec Germain là, comme ça, se mettre en scène, et puis chaque fois il prend son petit oignon, il pleure. La patrie reconnaissante. C'est triste, je n'aimerais pas dire ça. Parce que moi-même, j'ai des membres de la résistance dans ma famille, j'aimerais pas dire ça. Je n'aime pas m'entendre dire ça. Mais c'est quand même ça qu'il faut dire, de mon point de vue. Moi, j'aurais préféré qu'il accompagne aussi ce geste de choses beaucoup plus concrètes, en direction, effectivement, de tous les Français qui souffrent, notamment dans les quartiers. Mais vous vous rendez compte, la violence, on en parlait ici à ce micro, de la violence des gens qui vivent dans les quartiers, la violence des gens qui vivent à Marseille. Quand vous avez un type qui est candidat à l'élection présidentielle, qui va dire « Voyez Marseille, j'arrive !» Il dit « Voyez Marseille, c'est tout ce qu'on veut plus. » Non mais... Capitale de la racaille. Non mais vous rendez... Capitale de la racaille, deuxième ville de France, ville-monde. Ville-monde, on ne va pas rappeler l'histoire des Phéniciens, des Grecs et des Romains, mais quand même, Marseille. Alors après, on célèbre, on fait des séries, Marseille. Ce que je veux dire par là, c'est de tolérer à la fois cette parole publique qui fait énormément de mal aux citoyens et à l'idée même qu'on peut se faire de notre pays, et c'est tolérer que des personnages publics qui viennent à la fois attiser les peurs et flatter les instincts les plus vils d'une population
Et malheureusement, on sait que durant la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est de ça dont il s'agit, la France, elle était... quand on est gentil, on dit attentiste. Quand on est un peu plus méchant et qu'on est un peu en colère, on dit pétainiste. Et quand on est très, très optimiste, on dit résistante et gaulliste. Mais la vérité... Alors justement, vous parlez du côté résistant. Il faut rappeler également qu'elle avait été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle aura même le grade de sous-lieutenant. Bon, ça envoie des signaux, Aude Lancelin aussi, au moment où nous parlons, comme vient de le faire Didier Mestot, de la montée des populismes, de la montée d'un certain nombre de situations très difficiles, comme on voit aux États-Unis. Là, on a quelqu'un qui rentre au Panthéon et qui rappelle qu'il y a d'autres solutions, peut-être, que le monde dans lequel nous vivons. Donc... c'est pas forcément un si mauvais signal que ça, que de la faire rentrer au Panthéon, si on en regarde le côté un instant positif, sans mettant de côté la récupération. J'aimerais partager votre optimisme. J'aimerais croire que ça va être l'occasion, effectivement, de parler de la résistance, du courage des résistants. Malheureusement, c'est pas ça qu'on retient. On sait très bien qu'elle entre au Panthéon, parce qu'effectivement, c'est à la fois une femme, il y en a déjà, c'est la 6e, je crois. Elle est noire, c'est la première. Et en même temps, c'est une icône dévitalisée, c'est-à-dire qu'elle ne dit plus grand-chose. Et l'idée, c'était de ne surtout pas faire entrer une substance encore active, type Gisèle Halimi, qui nous parle à la fois de la décolonisation et du rapport à l'Algérie, qui nous parle à la fois de l'IVG, qui nous parle de tout ce qu'une France aujourd'hui, la France de Zemmour et la France des LR, puisqu'on a vu dans quel état zemmourisé ils étaient tous plus ou moins, ne veut pas entendre parler. Donc c'est un geste très macronien. Une fois de plus, je pense qu'il ne faut pas perdre la proie pour l'ombre. Je pense que notre cible, la cible de ceux qui, je pense, comme Didier et moi, défendent le camp populaire, doit rester Emmanuel Macron. Et c'est à la fois... C'est vraiment un geste pervers. C'est ce qui résume bien le personnage d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, une petite... C'est le en même temps. Une petite touche de woke. Un hocher. Voilà, une petite touche de woke. Et en même temps, rien qui puisse vraiment éveiller les consciences, rien qui puisse être menaçant, rien qui puisse mettre en danger en quoi que ce soit le règne des puissants et du capital. Je ne veux pas vous ramener au débat d'avant, même si vous êtes permis d'y revenir, cher Didier. On n'échappe pas à Z. C'est ça. Passion Z. Mais concrètement, on est dans une situation où aujourd'hui, le jour des déclarations d'Éric Zemmour, on a également l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. La coïncidence est intéressante. Mais c'est peut-être pas une coïncidence. Et je vais rajouter un troisième événement pour aujourd'hui. Alors, il n'est pas de la nature des deux précédents, mais l'un dans l'autre, c'est quand même un événement aussi d'aujourd'hui. C'est le débat des LR ce soir. C'est le 4e. Vous m'en rappelez l'existence, oui. Oui, bon, mais ça veut dire aussi que tout ça, c'est fait aussi pour parasiter un peu une communication établie, j'imagine, parce qu'on va parler beaucoup d'Éric Zemmour ce soir, alors, le 20h. Eux assurent, parce que j'ai tweeté là-dessus, que c'est calé depuis un mois. Moi, je n'en crois pas une seule... De qui vous parlez, pardon ? Les partisans d'Éric Zemmour. D'accord. Ils m'ont répondu, ils me pourchassent un petit peu ces derniers temps. J'ai les mêmes avec Emmanuel Macron. C'est pour ça aussi je dis ils sont quand même assez proches. C'est un peu des fermatrolles qui manient très mal la langue française, même si ça pique de bien connaître la langue française, qui sont quand même très très haineux et très très organisés. Ce que vous dites, là, dans votre fil Twitter, vous avez vu remonter une information selon laquelle ils ont déjà tout préparé. Oui, j'ai dit comme la séquence marseillaise était mauvaise, il a anticipé. Même vous n'y comprenez rien, c'est déjà prévu depuis un mois. Non, moi je pense que c'était prévu, d'après, en fait pas que je pense, c'est d'après les informations que j'avais eues aussi, qu'il allait se déclarer au Zénith et que là, le Carib d'Ancilla tombant dans le détroit de Messine, ça sonne comme un nom arabe, mais c'est sicilien en fait. Il doit connaître ça, c'est l'histoire de l'Europe. Et donc, il a accéléré, ils ont évidemment accéléré. Pour sortir. Alors après, je pense que ça vienne polluer LR, etc. Vu un peu
la petitesse, un peu la mesquinerie du personnage de Maître Émeric Caron, tout ça. Ah, s'il peut un peu embêter comme ça, aller à l'heure, ça peut lui faire plaisir. Hier, on disait à ce micro qu'il avait très probablement beaucoup été surmédiatisé, lui-même d'ailleurs le recherchant, donc il avait un peu saturé l'espace, mais quelque part il continue, et c'est pas ça la campagne qui nous attend. C'est tout le problème, hein. C'est que c'est un troll en fait, Éric Zemmour. Donc on commence avec des fantasmes de déclaration de candidature sur la tombe de Gaulle, au Mont-Saint-Michel, on a entendu ça aussi, hein, qu'avec sa conseillère spéciale, pensée au Mont-Saint-Michel, ou lors d'une messe nocturne à Saint-Étienne-du-Rouvray, là où un prêtre a assassiné. Et puis on termine par une vidéo YouTube comme n'importe quel YouTuber avec des images d'Émeric Caron. Donc c'est un petit peu la dégringolade totale. Mais je trouve qu'il y a une forme de justice immanente parce que, ma foi, c'est à l'image de ce qu'il est en définitive. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça va être la journée de Joséphine Baker. Et du coup, ça ne le sera pas. Très franc. Oui. Ah, vraiment. Alors, parce qu'on va retenir surtout la déclaration d'Éric Zemmour. Hein. Évidemment. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va dire. Alors, je ne vous parle pas du débat des LR. Hein. Personne n'en parlera, globalement. C'est sauf qu'ils vont en parler que de ça, ce soir. Si, au passage, il peut donner un petit coup de pied de l'âne à la première femme noire qui entre au Panthéon, je ne pense pas qu'il s'en soit privé, en effet. Mais du coup, les candidats LR vont parler que de l'entrée d'Éric Zemmour en campagne également ce soir. Donc, quelque part, il est... Ça, c'est la justice immanente dans l'autre sens. Ouais, c'est Frank Zappa qui meurt le même jour que Freddie Mercury. Pourtant, voilà, c'est pas de chance. C'est pas de chance. Mais Didier, ça veut dire simplement qu'il est un peu un Macron. Ça va vous faire plaisir, ce que je suis en train de vous suggérer. Il devient le maître des horloges de la campagne. Éric Zemmour. Zemmour. Non, moi, j'ai toujours pensé que, quelque part, Zemmour-Macron, même combat. C'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est... Une stratégie parallèle ? Non, je ne pense pas que ce soit concerté. Chacun d'entre eux est intelligent. Non, mais une forme de mimétisme de stratégie, quand même. Oui, enfin, pour l'instant, l'un est l'allié de l'autre. Comme Marine Le Pen pouvait être la meilleure alliée d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, depuis un moment, Éric Zemmour, peut-être malgré lui, lui dispute ce poste de meilleur allié de Macron. Mais sauf que, sans doute, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en fâchant qu'on devient facho. Et donc, pour ne pas fâcher ses adeptes, il a continué à marcher, et puis il s'y est vu. C'est ça l'histoire, elle est toute bête. Hein. Donc, quand vous avez en plus des entourages, comme on peut les avoir en politique, t'es le meilleur, vas-y, tu vas tous les niquer, parce que c'est comme ça que ça marche. Excusez-moi pour la verdeur de mon langage, mais c'est le président de la République qui a tweeté ça, relaté par un ministre de la République. Donc je me permets de citer le président de la République. Hein. Il avait même dit c'est connard, avec 2 N, parce qu'il quand même il maîtrise l'orthographe. Donc vous voyez, c'est bien ça le drame de la vie politique française. C'est que, voilà. Au-delà de cela, on arrive un peu au terme de notre débat de ce soir, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Plein de choses intéressantes, je peux reprendre. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit. Vous avez dit que la campagne va être très dure, très sale. Je ne sais pas forcément le mot que vous avez utilisé, mais je crois qu'on était dans cette tonalité. Qu'est-ce que vous entendez très précisément là-dessus ? Parce que moi, j'entends, je lis, je regarde, je prépare l'émission, et il y a beaucoup de gens qui ont la crainte que ça finisse très très mal, cette histoire. C'est-à-dire qu'on puisse se prendre un candidat, qu'on attaque son intégrité. C'est vrai que c'est pas simplement dans les mots, on voit qu'il y a une violence physique non, aussi. Mais je vous le confirme, il y a un niveau de violence totalement inédit. Moi, je l'ai ressenti hier soir sur le plateau qu'on avait organisé entre Valeurs Actuelles et puis... J'ai l'impression que ça veut en découdre, hein, pour le dire Non, il y a des fluides de violence qui passent très très fort. Non, je pense que quand je fais allusion à des événements peut-être exceptionnels, je ne sais pas. C'est vrai que, en tout cas, pour tout ce qui sera coup en dessous de la ceinture, ça a déjà commencé, hein, c'est clair. En fanfare. C'est clair. Voilà, moi, j'essaie de ne pas aller sur ce terrain-là. Vous voyez qu'on n'en parle jamais quand on parle d'Éric Zemmour. Pourtant, ça commence à s'accumuler. Hein. Mais un jour, ça peut aller plus loin que ça. Mais il y a aussi il y a aussi la violence. Bon, la campagne, elle a aussi démarré par la gifle, la fameuse gifle à Emmanuel Macron. Le gifleur a reçu la quenelle d'or des mains du respectable Dieudonné. Enfin, vous voyez,
je sais que cette gifle a fait plaisir à soulager un certain nombre de gens qui pensent qu'une gifle c'est moins grave qu'un éborgnement, et ils ont totalement raison en ce sens. Mais enfin, c'est quand même des pentes savonneuses, quoi. Oui, parce que si vous voulez, il y a aussi un phénomène nouveau. On ne sait pas où ça s'arrête. Il y a un phénomène nouveau quand même qu'on observe cette année par rapport aux anciennes élections. Il y a eu des élections tendues. On a évoqué tout à l'heure rapidement 2017. C'était quand même tendu aussi par certains côtés parce qu'on a vu quand même toutes les pots de banane et toutes les trajectoires qui ont été improbables. Mais il y a un truc qu'on dit aujourd'hui, qu'on ne disait pas dans les précédents scrutins, c'est qu'on se dit que quelle que soit la personne qui va gagner, ça ne va pas s'arrêter avec l'élection de quelqu'un. Alors que les fois précédentes, 1980, mettons-le un peu de côté, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui s'étaient dites. Les chars soviétiques seraient sur les Champs-Élysées. Enfin, pour les plus anciens, ils s'en souviennent. Mais clairement, on a l'impression que cette élection ne va pas changer l'ambiance, quel que soit celui qui la gagnera. Ça, c'est le grand échec de notre système politique entier. C'est qu'il n'y a plus de substance démocratique, il n'y a plus de foi en cette élection. Donc, il n'y a plus de juge de paix, il n'y a plus d'arbitrage. Donc quel que soit, que ce soit Xavier Bertrand, Macron, Zemmour ou autre, oui, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Eh bien, écoutez, on va voir ça. Parce qu'il nous reste 4 mois avant globalement l'échéance. Et puis, on aura l'occasion de vous recevoir de nouveau pour débattre sur ce sujet, sur plein d'autres. Au-delà de cela, on vous remercie d'être venu ce soir dans ce débat. Merci Didier. Mais on ne vous quitte pas parce qu'on va vous retrouver. Une sortie, un retour. Voilà. Dans quelques instants, vous retrouvez Bernard Cadot. Une sortie, un retour, comme Éric Zemmour. Comme Éric Zemmour. Par là. D'ailleurs, sur Radio Maestro, vous parlez de Z. Du Sauveur. Du Sauveur avec un Z. Eh bien, écoutez, c'est dans combien de temps 27 minutes. Voilà, c'est ça, après Bernard Cadot. Donc, vous avez pendant une demi-heure Bernard Cadot avec ses cadeaux, son émission où il reçoit Gilles Grimm, l'investisseur dont je vous parlais tout à l'heure. Émission à regarder parce qu'elle est intéressante pour le parcours d'un homme inhabituel. Et puis, dans une demi-heure, vous devez retrouver Radio Maestro, effectivement, où il prolongera ce que nous avons commencé à évoquer sur Éric Zemmour. À ma manière, ça ne sera pas très à la manière de Didier Maestro. Mesdames, messieurs, vous connaissez. Pour ce qui nous concerne, on se retrouve bien évidemment demain soir, 18h30, 19h30 pour un autre débat des éditorialistes. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube, bien évidemment, nous suivre sur Facebook ou sur l'ensemble de nos dispositifs digitaux. On vous remercie de cette fidélité qui ne manque pas depuis 2 mois maintenant que nous sommes à l'antenne. Et on vous retrouve avec grand plaisir demain, 18h30. Mais restez, la soirée sur PDA TV continue. À demain. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République. Vive la France.